Franchir le cap des 100 000 tonnes de bananes entre 2016 et 2020, c'est l'objectif visé par les producteurs de Guadeloupe. Harry Chalus leur a confirmé le soutien de la région auprès de l'État. Le reportage de Bénédicte Jourdi dans ce journal. Nouveau meurtre en Martinique. Un homme de 38 ans a été abattu au Lamentin. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Le reportage de nos confrères d'ATV Martinique sur cette affaire à venir. Et l'Église catholique entachée par une affaire de pédophilie. Cet énième scandale relance le débat sur la sexualité des prêtres. Leur célibat est-il le grand responsable? Nous vous avons posé la question. Et il sauverait près de 800 000 vies chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Les bienfaits du lait maternel expliqués dans cette édition. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Harry Chalus a rencontré les producteurs de bananes de la Guadeloupe aujourd'hui à l'espace régional du Rézé. Au cœur des discussions, le projet CAP 100 000 tonnes de bananes, c'est-à-dire l'augmentation des exportations entre 2016 et 2020. Le reportage de Bénédicte Jourdi. CAP 100 000 tonnes de bananes, c'est le projet discuté autour de cette table. Actuellement, la Guadeloupe produit 77 000 tonnes, un volume fixé par Bruxelles il y a plusieurs années, que les producteurs souhaitent augmenter de 23 000 tonnes. Souvent, vous avez vu des agriculteurs manifester parce qu'ils ont une surproduction ou ils n'arrivent pas à écouler leur production. Nous, c'est le contraire. Nous avons cette production que nous pouvons commercialiser, qui est demandée, et ça serait quand même malheureux qu'elle aille se faire ailleurs, dans d'autres territoires, notamment en Afrique, par exemple, qu'on produise de la banane qui va entrer sur le marché français. Au moins que les Antillais puissent bénéficier de ce marché qui leur appartient et qui est demandé. Le président de région a confirmé sa volonté d'accompagner les producteurs vers cet objectif. Après avoir rencontré le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, il y a 2 semaines, Harry Chalus est assez optimiste. Il espère obtenir l'accord de l'État. Eh bien, grosso modo, en fonction de... Je ne peux pas donner un chiffre direct parce que nous espérons l'accord de l'État, mais autour de 8-9 millions, parce que augmenter de 77 000 à 100 000 tonnes, c'est 23 à peu près 000 tonnes supplémentaires. Nous allons commencer, je pense, jusqu'à 2020, 2 millions par année, 1,8 million, 2 millions. Il s'agira d'accorder une aide compensatoire de 404 € par tonne sur la base de 23 000 tonnes de bananes supplémentaires. Les 23 000 tonnes, nous n'allons pas les produire, la Guadeloupe ne va pas les produire du jour au lendemain. Elle va monter en production progressivement par rapport aux 70 000 tonnes de production actuelle. Pour arriver à 100 000 tonnes, allons dire que ça prendra certainement 3 ans. Mais si déjà en 2017, nous arrivons à mettre en terre et à produire 67 000 tonnes de bananes de plus, ça serait formidable. Ce programme devrait permettre d'installer 40 jeunes producteurs et générer entre 400 et 500 emplois directs. La banane, c'est 1 hectare, un emploi toute l'année. Toute l'année, nous emballons, nous coupons les fruits, nous les transportons, donc c'est sur toute l'année. Et pour augmenter la production de la filière, la Guadeloupe possède suffisamment de terres agricoles, actuellement inexploitées. Il y a en Guadeloupe plus de 10 000 hectares de terres insuffisamment cultivées et incultes, mais la dynamique qui devrait être mise en place au niveau de la Guadeloupe, c'est le partenariat interprofession. Puisque vous savez bien que la canne représente une tête d'assolement, eh bien il faudra mettre en place des rotations culturales permettant d'une part un amendement organique plus important au niveau du sol, au niveau des sols, mais dans le même temps un rendement hectare beaucoup plus élevé. Cela a déjà été prouvé. L'archipel se dirige vers une agriculture de diversification plus durable. 6 planteurs ont d'ailleurs été récompensés au Salon de l'agriculture pour l'introduction de pratiques agroécologiques dans leur mode de production. La contamination à la chlordécone nous a appris que nous vivions dans un milieu insulaire et que toute contamination pouvait avoir une amplification qui pouvait porter sur plusieurs dizaines d'années, voire des siècles. Donc nous sommes absolument acérés là-dessus pour que nos filières agricoles se dirigent vers de moins en moins d'utilisation d'intrants. Dans le prolongement de cette réunion, Harry Chalus rencontrera début avril à Paris le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll. Un homme de 38 ans a été tué par balle hier soir à son domicile, cité de Petit Manoir au Lamentin en Martinique.
L'auteur présumé a tiré à plusieurs reprises. Une enquête a été ouverte. Pour le moment, les enquêteurs privilégient la piste du règlement de compte. Le reportage de Loïc Régis et de Michelet François d'ATV Martinique. 19h30 hier soir, 5 détonations retentissent sur la terrasse de cette maison. Un homme de 38 ans est touché à 3 reprises, à la joue, au thorax et à la clavicule. Grièvement blessé, il décédera quelques minutes après. Le tireur présumé s'est présenté devant son domicile, menaçant la compagne de la victime pour que celle-ci sorte de la maison. Sans dire un mot, l'agresseur cagoulé aurait immédiatement ouvert le feu avant de repartir à pied. On a entendu des coups de feu. Je suis allée regarder par la vitre et quand j'ai vu la dame qui sortait, elle criait « On a tué mon fils, on a tiré sur mon fils, on a tiré sur mon fils ». Et tout de suite, je suis descendue voir et effectivement, il était couché par terre. Il ne parlait pas, il était couché par terre. Le matin et soir, on le croisait. Il était là. C'est dur pour nous, pour la mère aussi, pour tout le monde. La victime est défavorablement connue des services de police. La piste du règlement de compte est privilégiée. Une enquête a été ouverte. Elle sera menée par le SRPJ. Pour le moment, l'auteur des coups de feu est toujours en fuite. Les pompiers volontaires du SDIS de la Guadeloupe ont déposé un préavis de grève. Cette nouvelle menace de mobilisation fait suite au mouvement de 2014. Les 14 points de leur plateforme de revendication n'auraient toujours pas été respectés. Le point avec Karen Diama et Patrick Curie. Avec un nombre qui représente les 3/4 de l'effectif global des pompiers de Guadeloupe, les sapeurs-pompiers volontaires tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme quant à leurs conditions de travail. Nous comptons sur l'ensemble des collègues volontaires pour pouvoir se mobiliser et montrer justement à la direction que sans nous, le service ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que nous portons nos cas de revendication pour que le service puisse prendre en compte tout cela, puisque nous, par rapport aux professionnels, nous ne sommes pas les mieux lotis. Donc nous voulons que justement que la direction prenne en compte le fait que nous sommes 90% d'effectifs qui forment le corps et qu'il faudrait qu'ils comptent avec nous et plus que jamais. Sur 2000 et quelques sapeurs-pompiers sur l'ensemble du département, nous sommes en gros 1500 volontaires et 400 et quelques professionnels. Donc 90% de l'effectif du SDIS est basé sur que des volontaires. Des volontaires qui étaient déjà montés au créneau en 2014 pour les mêmes raisons. Nous avons eu l'Assemblée générale. À l'unanimité, les membres ont décidé de déposer un préavis. Effectivement, par rapport au protocole d'accord qui n'a pas été respecté en 2014. En 2014, il était prévu la revalorisation des indemnités, mettre les agents en conformité au niveau de leur carrière. Il y a 14 points en ce moment et la direction n'a pas respecté. Donc nous entendons faire respecter ce protocole qui a été signé en intersyndical le 18 décembre 2014. Bien que la direction ait accepté d'entamer des discussions, les pompiers volontaires restent néanmoins vigilants. Nous appelons les SPV à modérer, à ralentir en faisant un débrouillage. Donc nous ne voulons pas pénaliser la population. Nous voulons juste dire aux responsables de respecter les agents, de leur donner les moyens pour secourir la population. Avec une première rencontre prévue dès ce vendredi 1er avril, les pompiers volontaires du SDIS souhaitent être entendus pour éviter une mobilisation massive. Dans certaines régions de l'Hexagone, les pompiers vont faire payer certaines interventions. Cette mesure inquiète les syndicats. Ils accusent les casernes de bafouer le principe de la gratuité des secours. En Guyane, cette pratique est déjà de mise. Cet homme est en grande souffrance. Ses proches ont appelé les pompiers car une colique néphrétique l'empêche de marcher. Une intervention qui rentre parfaitement dans le cadre des 2 missions principales du SDIS, les incendies et le secours aux personnes. Hors de question de la facturer. Il y a, disons, une tranche, je dirais, qui est discutable, ou même parfois, même dans nos missions obligatoires, il y a la notion d'urgence qui joue. Et parfois, on peut se rendre compte qu'on nous appelle pour au départ des choses qui apparemment seraient urgentes à l'appel, et en arrivant, on se retrouve à quelque chose qui ne nécessitait pas notre présence. Je prends pour exemple un exemple classique qu'on connaît ici.
c'est que quelqu'un nous appelle pour sa femme qui est en train d'accoucher, presque au bord de l'accouchement final. Et quand on arrive, cette dame est bien debout avec sa valise à côté. En fait, elle attend le taxi rouge pour qu'elle se fasse transporter à l'hôpital. Et là d'ailleurs, indirectement, c'est payé par le biais d'une convention avec l'hôpital, parce qu'on est dans le cadre de la carence d'ambulance privée. Mais évidemment, c'est un exemple, entre guillemets, d'abus qu'on peut rencontrer. Pour lutter contre les abus, les pompiers de Guyane ont donc décidé de les facturer, comme la majorité des SDIS de France. En Guyane, la mesure ne date pas d'hier, puisqu'elle est appliquée depuis 1984. En cas d'appel injustifié, la facture oscille donc entre 40 et 510 fois le prix d'1 litre de carburant par heure d'intervention. Mais pour le vice-président du conseil d'administration du SDIS, il n'est pas envisageable d'aller plus loin. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour de mettre des tarifs comme ceux que nous avons entendus, comme vous tous, sur les médias, et à facturer chaque intervention des pompiers, parce que la mission des pompiers est une mission d'ordre public, c'est de porter assistance et secours à tous les citoyens sur l'ensemble du territoire guyanais, et c'est ce que les pompiers du SDIS Guyane, en tout cas, font et font tous les jours de leur mieux. Les Guyanais peuvent donc être rassurés, le principe de gratuité des interventions repose sur une ordonnance royale de 1733. Elle n'a jamais été modifiée depuis. 25 ans de passion et d'engagement pour favoriser le rapprochement entre la Guadeloupe et ses pays voisins. Le CORECA va souffler son 25e anniversaire. Julien Mérillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du CORECA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le CORECA qui est l'association Contact et Recherche Caraïbes. Quel bilan pouvez-vous dresser de votre activité? Alors, je dois d'abord dire que, bon, effectivement, l'invitation que vous me faites tombe à pied nommé, dans la mesure où c'était le 28 mars 1991 que nos statuts étaient agréés par la sous-préfecture et dans une volonté, effectivement, de rapprochement avec les populations de la Caraïbe. Alors, le CORECA est né d'un constat. Le constat, c'est que bon, les relations que nous entretenions avec notre environnement étaient particulièrement faibles à ce moment-là. Alors, quel chemin a-t-il été parcouru? C'est le sens de votre question, en 25 années. Il est assez long, ce chemin, et il est parsemé de joies, quelquefois de difficultés. D'abord, dans le domaine des échanges, puisque nous avons pu établir des contacts avec quasiment toutes les îles environnantes, qu'il s'agisse de contacts culturels, de contacts d'échanges linguistiques, ce sont des choses qui se sont développées de façon relativement bien. Nous avons aussi contribuer à faire découvrir la Caraïbe par le biais de ce que nous appelons des voyages découvertes dans quasiment toutes les îles de la région. Et ensuite, maintenant, nous avons aussi participé à des manifestations culturelles. Et aujourd'hui, nous avons un réseau, nous participons à un réseau qui s'est constitué autour de Sainte-Lucie, de la Dominique, de la Guadeloupe, d'Haïti, et qui par conséquent repose sur un élément essentiel qui est la culture créole. C'est la coopération finalement économique où le bas blesse. La loi Letchimy vient d'ouvrir une brèche. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai que la coopération économique aujourd'hui connaît certaines difficultés, va-t-on dire. Nous avons opté pour ce que nous appelons la coopération populaire. La coopération entre les associations de la société civile, entre les populations, c'est notre projet et nous le menons à terme. Il ne reste pas moins que nous jetons un œil aussi sur les autres formes de coopération au niveau culturel, au niveau sportif. Les Carifta Games qui viennent de se dérouler montrent bien que bon, nous sommes fort présents et bien présents. Et au niveau économique, il est vrai, il y a aujourd'hui un certain nombre de difficultés qui tiennent d'abord au fait que nous sommes dans des zones différenciées. La Guadeloupe appartient à la zone euro, le bassin caribéen est dans la zone dollar. Comment rendre compatibles ces deux éléments? Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, elle tient aussi dans le coût social, dans la mesure où les coûts que nous pouvons pratiquer ici liés à la couverture sociale ne sont pas les mêmes qui sont pratiqués dans les pays voisins. Alors, la loi Letchimy vient notamment pour favoriser ce que l'on appelle aujourd'hui la diplomatie territoriale. Autrement dit, la possibilité pour les collectivités ultramarines de pouvoir s'engager directement avec des gouvernements, ce qui n'était pas possible auparavant, et par conséquent, dans des compétences qui sont celles de ces collectivités, de pouvoir établir un certain nombre d'accords. Donc, c'est un progrès que nous saluons, que nous ne pouvons pas ne pas saluer. Néanmoins, il faut malgré tout une relative couverture, je vais dire un contrôle, un regard de l'État, et bon, qui peut être quelquefois relativement
disons, pénalisant, parce que des fois, il faut faire très vite dans ce domaine-là. Autre rapprochement qui pourrait intéresser la Guadeloupe, celui des États-Unis avec Cuba. Le député maire Éric Jalton a réagi, il s'est réjoui d'ailleurs de cette visite. Je cite, qui pourrait renforcer la coopération de la Guadeloupe avec sa voisine cubaine. Partagez-vous son enthousiasme? Alors, nous n'avons pas attendu le député Jalton, puisque la première fois que nous nous sommes rendus à Cuba, c'était en 1993. Depuis, nous y sommes régulièrement. J'y étais pour ma part personnellement au mois de juillet de l'an passé, invité par la municipalité de Santiago de Cuba pour le 500e anniversaire de la ville de Santiago. Et donc, nous avons établi un certain nombre de liens, notamment avec la Casa del Caribe, avec toute une série de structures qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des liens importants. Alors, c'est vrai qu'il y a une anomalie fondamentale qui est cet embargo américain sur Cuba depuis 1962. Et il y a aussi une autre anomalie dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est l'occupation de la base de Guantanamo, où, si vous voulez, les Américains rivalisent en ce qui concerne les droits de l'homme avec les Cubains. Donc, bon, là-dessus, si vous voulez... Donc ça ne vous dérange pas finalement que d'avoir un rapprochement avec un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme? Oui, mais qui respecte les droits de l'homme? Bon, les organisations internationales pointent du doigt Cuba. Oui, d'accord, mais j'aimerais qu'ils pointent avec autant d'intensité Guantanamo, qu'ils pointent aussi avec autant d'intensité ce que fut l'occupation française en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Donc, aujourd'hui, personne ne peut donner de leçons à personne. Moi, je crois que bon, je ne peux pas approuver que l'on puisse interdire à des jeunes de parler comme cela se passe à Cuba. Mais je dis, attention, les donneurs de leçons doivent aussi s'interroger sur eux-mêmes. Quels sont les projets à venir du Corica? Nos projets à venir, d'abord, bon, nous allons célébrer le 27e anniversaire, les 15 et 16 avril, avec une soirée inaugurale d'une part, ensuite une table ronde sur les perspectives de la coopération le samedi 16 et une grande soirée un peu festive qui va se tenir le samedi 16 à la Casa. Donc, déjà, nous invitons tous ceux qui le souhaitent et qui veulent partager avec nous ce moment. Ça, c'est un. Le deuxième projet qui est important, c'est le voyage du 25e. Et le voyage du 25e, nous le faisons cette année à la Nouvelle-Orléans. Pourquoi? Parce que, bon, il y a une culture créole partagée et nous voulons précisément à cette occasion rencontrer des gens de la Nouvelle-Orléans. Troisième élément de projet que nous avons en ce moment, c'est de faire en sorte que les liens que nous avons établis avec Sainte-Lucie et qui vont d'ailleurs donner l'occasion d'un jumelage entre notre association et l'association de Sainte-Lucie puissent déboucher sur un certain nombre d'échanges scolaires, c'est déjà le cas, d'échanges au niveau culturel et nous avons un gros projet actuellement en termes de protection de l'environnement, notamment sur les problématiques du réchauffement climatique. Julien Mérion, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je vous remercie. L'idée était ingénieuse, celle d'ouvrir les salles de classe pendant les vacances scolaires. L'opération École ouverte a été lancée par le lycée de Pointe-Noire. Une opération est-elle une réussite? Le bilan de cette expérience avec Yvan Lemar. Le lycée de Pointe-Noire est encore ouvert pour quelques jours. Une vingtaine d'élèves en formation d'animateurs est encore bien présent et motivé. C'est très intéressant, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Mais en fait, tout le long de la formation, on découvre beaucoup de choses et j'aime bien. C'est important et on apprend beaucoup de choses. Règlement avec les enfants pendant les vacances. Pour moi, ça m'a fait découvrir plusieurs choses. Bien que c'était un petit peu difficile aussi, mais bon, ça a été. Déjà, j'étais avec un groupe super, les élèves sont super sympas, il n'y a pas de problème. Et les animateurs aussi sont super, on nous apprend plein de trucs, donc c'est génial. Ça nous permet d'avoir un stage déjà gratuit pendant 8 jours. Donc c'est génial qu'ils fassent ça pour les étudiants qui veulent étudier un diplôme. Pour ces élèves, l'opération École ouverte a été prolongée d'une semaine, un événement qui a connu un vrai succès. Nous avons une centaine d'élèves qui ont adhéré au projet. C'est la première fois que nous organisions au lycée de Pointe-Noire cette opération École ouverte. Et nous avons vu les élèves arriver, s'inscrire et être présents. Donc tout le long de la semaine dernière, ils étaient présents sur divers ateliers, puisque nous avons eu atelier drone, atelier théâtre, atelier peinture, la fresque qui est derrière nous, premier secours aussi. Le matin, pour les élèves de terminale et de première, il y a eu du soutien scolaire, de la remise à niveau. Et là, ils étaient vraiment demandeurs. Ils sont donc en phase d'examen et ils voulaient en fait se mettre en scène. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, au niveau culturel, il y avait une demande. Les élèves voulaient découvrir des choses qu'ils n'ont peut-être jamais fait.
Et donc, ils ont adhéré pleinement au projet. Actuellement, on continue le BAFA, qui est intensif sur 8 jours. Et les élèves sont de nouveau là. Après les fêtes, ils sont présents ce matin et disposés à travailler. La fin de cette opération École ouverte est prévue vendredi prochain. Une deuxième édition est d'ores et déjà envisagée. Au lendemain des attentats de Paris et de Saint-Denis, les espaces fumeurs ont fleuri au sein de nombreux lycées en France hexagonale pour éviter que les jeunes sortent de l'établissement. Une mesure exceptionnelle qui ne plaît pas à certains parents. 2 plaintes ont été déposées la semaine dernière à Lyon contre le lycée Saint-Exupéry et contre le rectorat. Que pensez-vous de cette mesure? Vos commentaires recueillis par Loïs Signas et Moïse Dexter. Je pense que ce n'est pas une bonne idée puisque déjà ça permet d'avoir un briquet sur soi, d'avoir quelque chose qui n'a aucune utilité dans un système scolaire en fait. Si tu veux fumer, tu vas fumer à l'extérieur. Et si tu as un briquet sur toi, c'est toléré, on dira. Mais moi, je pense que dans les établissements scolaires, ça devrait être interdit de fumer. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est interdit, il faut pas... Enfin, il y a ceux qui le font, mais bon, c'est la vie. Je suis contre. Déjà, à la base, je suis contre que les gens fument. J'estime qu'on n'a pas de cheminée. Oui, si un coin adapté pour nous, ben, pourquoi pas? Un espace fumeur à l'intérieur du lycée, ouais, ça aurait été intéressant. Si vraiment on était vraiment concerné par le Vigipirate, mieux vaut qu'il reste à l'intérieur de l'école. Mais en même temps, c'est un choix difficile. Le choix est très difficile. Voilà. Entre la santé et la sécurité. Mais moi, je pense que c'est un mauvais exemple pour les jeunes, donc pour les plus jeunes élèves. Et moi, je pense aussi un respect vis-à-vis des gens qui ne fument pas, de ne pas fumer, de réserver un espace où les gens qui ne fument pas peuvent être à l'aise et sans être gênés par la fumée de cigarettes. Ni l'un ni l'autre, moi je ne veux pas. Je suis une mère, je ne veux pas ça. Pourquoi? Fumer, c'est pas une bonne chose, c'est pas bon pour la santé déjà. C'est pas bon pour la santé et quand un enfant fume, tu ne sais pas qu'est-ce que l'enfant fume. Alors moi je ne suis pas d'accord. En tant que mère, je ne suis pas d'accord. Moins les élèves peuvent fumer, mieux c'est. Parce qu'on sait déjà que pour la santé, c'est pas bon. Alors après, question de sécurité, Vigipirate ou pas, c'est pire, c'est pire. Non, mais déjà, la cigarette pour la fumer, il faut avoir au moins 18 ans, donc je ne suis pas pour ça. Pas du tout. Même si je suis un gros fumeur, mais bon, pas à l'école. Il ne faut pas donner de mauvais exemples, surtout aux générations à venir. Non, parce que c'est encourager les gens à fumer. Et on sait très bien que fumer, on fait la publicité, fumer dessus. Donc c'est pas normal. Non, les élèves vont fumer, je sais qu'ils vont fumer, mais pas à l'intérieur du lycée. Non, je ne voulais pas qu'ils fument à l'intérieur du lycée. Je pense que ce sont les parents qui doivent décider de ça, pas le chef d'établissement. Et puis, je crois aussi qu'il y a des comités de parents. Je pense qu'on ne peut pas décider comme ça. C'est très délicat et je pense qu'il faut vraiment communiquer par rapport à ça. Dans un instant, rencontre plutôt avec le dernier Vanier de Vieux-Fort. Et puis nous reverrons le match, le tournoi anti-Guyane de rugby qui s'est déroulé hier soir au Stade des Abbayes. Ce mardi 29 mars, c'était la journée mondiale de l'allaitement maternel, le moyen le plus efficace dans beaucoup de pays pour assurer la survie de l'enfant. L'Organisation mondiale de la santé estime que si un bébé était allaité jusqu'à l'âge de 2 ans, on sauverait près de 800 000 vies chaque année. Reportage Loïs Signas. Séverine Méridan est une jeune maman. Elle a choisi d'allaiter sa petite fille âgée aujourd'hui de 4 mois. La jeune maman profite de sa dernière semaine avec Naël avant de reprendre le travail. La jeune femme s'est organisée pour poursuivre l'allaitement durant son activité professionnelle. Je vais déjà essayer de m'organiser par rapport à mon travail, essayer de profiter de l'heure de l'allaitement, puisque ça existe au niveau de mon emploi. Et puis donc au fur et à mesure, essayer de glisser vers un allaitement par biberon et en tout cas essayer d'en profiter un max et voir si je peux encore allaiter pendant un mois, 1 ou 2 mois. Pour les femmes qui le peuvent et qui le veulent, allaiter est la suite logique après la grossesse. Le lait maternel, une valeur nutritionnelle pour le développement de l'enfant. Le lait maternel permet d'apporter des anticorps, donc permet de mettre en place tout ce qui a trait aux défenses de l'organisme. Et puis aussi facilite la mise en fonction du tube digestif. Ensuite, concernant la mère elle-même, le fait d'allaiter son enfant va permettre à l'organisme de retourner à une situation d'avant la grossesse, on dira, beaucoup plus facilement.
puisque le fait d'allaiter va faciliter le retour à une position normale des organes, en particulier de l'utérus. Et donc, ça va faciliter aussi la récupération suite à la naissance de l'enfant. Allaiter comporte plusieurs avantages, tels que la diminution du risque du cancer du sein et la perte des kilos de la grossesse. Depuis quelques semaines, l'Église catholique et particulièrement le diocèse de Lyon est ébranlé par un scandale de pédophilie. Près de 60 personnes affirment avoir été abusées par un prêtre qui était scout de 1970 à 1991. Regroupés au sein de l'association La Parole Libérée, les victimes ont pris la parole pour interpeller l'opinion publique. Et vous, qu'en pensez-vous? Le célibat des prêtres exigé par l'Église catholique est-il le grand responsable? On écoute vos avis. Je suis quelqu'un pratiquant de la Bible. Je suis un adventiste du 7e jour. Il faut les comprendre, ils n'ont pas de femmes. Alors ce qui fait que je ne suis pas d'accord qu'ils touchent les enfants. Mais que voulez-vous? Eh bien, ils voient les enfants, ils passent leur mère, mais voilà. Hein. Parce qu'ils n'ont pas une vie normale comme tous les hommes. Ils ne peuvent pas avoir de femmes. S'ils vont voir des prostituées, ils seront mal vus, ils risquent d'être radiés du Vatican. Donc je pense que c'est pour cela. Et après, ça fait des décennies que ça existe, tout cela. Tu vois, c'est juste que ça a été caché. Mais de jour en jour, tout cela, ça va être dévoilé. Et moi, si je regarde de façon globale, c'est dû à leur environnement, c'est dû à l'éducation qu'ils ont, parce qu'en même temps, ils prêtent serment pour ne pas avoir de couple, ne pas avoir une vie normale comme tous les êtres humains. Et je pense que, aussi, c'est grave ce que je vais dire, hein, mais je pense aussi que l'environnement, l'établissement de l'église et tout ça a toujours sponsorisé cette pratique. Et je pense que ce n'est pas dû d'aujourd'hui. Il faut remonter depuis le Moyen-Âge. Mais c'est une mauvaise chose déjà en soi et que c'est dommage d'en arriver là parce qu'ils sont contraints justement de se priver de ça quoi, finalement. Parce qu'ils sont prêts. Tout est permis. Parce que voilà quoi. Peut-être parce qu'ils pensent qu'ils prêchent la bonne parole que tout est permis. Après, c'est leur choix, hein, vous savez. Ils n'ont pas de femmes. Donc ils profitent sur les jeunes, je suppose. Parce que moi, personnellement, je suis déjà passée par là. Il y a un prêtre qui m'avait déjà demandé ça. Donc j'étais au catéchisme, il m'a pris à part. Et moi, c'est ma mère que j'ai appelée pour lui avertir. Donc voilà. À tout juste 91 ans, Robert Cité est le dernier vannier de Vieux-Fort. Malgré son âge avancé, cet artisan n'a rien perdu de sa dextérité. Loïs Ignace l'a rencontré. Robert Cité vient tout juste de souffler ses 91 bougies et tresse des nasses, des salacos et autres objets avec du bambou depuis l'âge de 22 ans. Et aujourd'hui, il est le dernier vannier de Vieux-Fort. On voit le plus grand café nasse. Et il était de quoi pour ma famille à manger. Alors il était à vendre poisson là, vendre poisson là, on a un petit l'argent là pour manger, pour les enfants, pour les enfants à l'école. C'est du bambou. Et bien il y a un bois sur du puits. Il faut quand même tout seul, hein, parce que moi habitué. Si c'est le temps, moi attendre notre peut-être qu'il ne peut pas venir, moi en besoin de matériel à moi. Alors on a fait l'impossible, on a cherché un tout seul. Et on peut préparer tout seul? Oui, on peut préparer tout seul. Pour obtenir une baguette de 1 mm d'épaisseur, il faut fendre le bambou. On va ça là pour prendre plusieurs morceaux pour taper un comme ça. Parce que ce petit morceau là, si on ne va pas tirer, il peut gâter la pièce là qu'on fait là. Pour faire comme ça, on va blanchir. Alors, on travaille bien puis après. Alors, on va prendre ça encore. Ah oui, très délicat. Et pour une patience, il faut apprendre ça pour faire, il ne faut pas faire. Il ne faut pas apprendre pour qu'il va bout. On fait tout le travail. Hein. Tout le travail, il faut aimer pour qu'il va bout. Quand on va là, il y a 3 pépés, pas de moyen de faire 2 pays. Alors, quand on taille petit bois comme ça, quand diminuer, parce que là, on va être sec comme ça, pour qu'on puisse travailler bien. Il faut mouiller, il faut presque fouet. Robert Cité s'est resté dans l'air du temps, s'adaptant à la demande de ses acquéreurs. Arrête donc, tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas faire ça là. Donc, comme on dit, il me fait un esprit. Il plein comme ça là. Il me fait bail et c'est pour un mariage, il y a un mariage. Alors, vu qu'à présent, c'est en plus, il y a un mariage, il n'y a pas de cadeau encore. C'est ça. Alors c'est pour faire un esprit, comme ça, il est debout, comme ça.
Et là, chaque invitation rentre en salle. Alors, il y a une enveloppe qui est dans cela. Vannier, un métier de passionné qui demande patience, implication et qui attend sa relève. Après Pâques vient le temps de reprendre une alimentation plus légère pour nettoyer son organisme. Certains optent pour les remèdes dits remèdes rasiers, d'autres ont recours à des nutritionnistes. Voici quelques conseils de professionnels recueillis par Mia Pierre d'ATV Guyane. Chocolat, bouillon wara, alcool, bonne chère, les fêtes de Pâques sont passées. Plat typique d'ici, très riche en lipides, consommé une seule fois dans l'année, le bouillon wara était sur presque toutes les tables. Beaucoup en ont eu pour leur compte et dans l'excès. Suite à cette période, le corps est fatigué, la reprise peut être difficile. De nombreux conseils sont alors prodigués. On préconise des ampoules à base d'artichaut, de radis noirs, tout ça, pour purifier le foie. Mais alors là, ce sont des ampoules, on fait une petite cure sur 3 semaines. Donc la personne enlève toutes les impuretés du foie. Par contre, spontanément, on leur dit de se mettre un petit peu à la diète et de prendre, par exemple, du citrate de bétaïne, un avant pour nettoyer, pour faire descendre, et un après le repas. Pour compenser les excès provoqués, il faut donc nettoyer son corps de l'intérieur afin de retrouver santé et vitalité. Il est également essentiel de reprendre de bonnes habitudes alimentaires en augmentant sa consommation de légumes verts et de fruits. Les fruits, on en a beaucoup en Guyane, et des légumes, même chose. Donc ça peut être haricots verts, salade, concombre, giromon, christophine, haricots kilométriques, etc. Donc on peut les consommer crus, cuits, en gratin. Aussi reprendre une activité physique, voire s'y mettre si ce n'est pas déjà fait. Il faut privilégier des aliments qui vont lutter contre l'inflammation. Donc par exemple, plutôt diminuer tout ce qui est viande et produits laitiers. Pour remplacer la viande, on peut plus aller par exemple vers le poisson. S'il vous reste un peu de bouillon wara, il est conseillé de le consommer le midi afin de laisser le corps au repos le soir. En Guadeloupe, 97% des sites de baignade analysés par l'Agence régionale de santé sont conformes aux normes européennes, un bilan plutôt positif, quoique assombri par une augmentation des sites pollués. Le point avec Bénédicte Jourdier. Sur cette carte, on peut voir par des indices de couleur la qualité des eaux de l'archipel. Depuis 2012, on observe une augmentation des sites classés en qualité insuffisante. C'est le cas des eaux de rivière de Dolé à Gourbert, Verte-Vallée à Vieux-Habitants et Vallombreuse à Petit-Bourg, et puis l'eau de la plage de Viard à Petit-Bourg, des sites indiqués en rouge. Si pendant 5 années consécutives la baignade est impropre sur ces sites, une décision de fermeture peut être prise pour toute la saison balnéaire. Et pour améliorer la qualité des eaux, chaque commune devra rédiger un profil de baignade, des profils inexistants pour le moment. Et maintenant, nous parlons sport. Le tournoi anti-Guyane de rugby s'est achevé hier soir aux Abîmes. Le reportage d'Yvan Lemar. Chez les femmes, la sélection Guadeloupe affrontait la sélection de Guyane. Dès la 2e minute de jeu, les Guyanaises inscrivent leur premier essai grâce à Audrey Denef. Fanny Frémont assure la transformation. À la mi-temps, la Guyane mène 7-0. En deuxième mi-temps, Audrey Denef marque son 2e essai pour la Guyane. Une minute plus tard, Eliane Abiswana inscrit un 3e essai. Le score, 17-0. La Guadeloupe marque un essai et réduit le score à 17-5. Mais Eliane Abiswana marque le 4e essai pour la Guyane. Audrey Frémont transforme l'essai, le score 24-5. En fin de partie, Audrey Frémont marque le 5e essai de la Guyane. Score final 29-5.
On a eu un bon groupe qui a bien évolué et on commence à voir voilà, des pieds à 7 avec des ballons qui commencent à évoluer sur les ailes, des qualités voilà, de jeu qui ressemblent plus à du rugby à 7 qu'à 15. C'est vraiment une belle progression. Chez les hommes, les Barracudas de Saint-Barth affrontaient le Stade Cayennais. Dès la 3e minute, les Guyanais obtiennent une pénalité. Romain Garcia transforme. Le score 3-0. 7 minutes plus tard, Alexandre Fournier égalise pour les Barracudas en transformant une pénalité. Le score 3-3. À la 15e minute, le Stade Cayennais obtient une nouvelle pénalité transformée par Romain Garcia. Score 6-3. À la 30e minute, Alexandre Fournier égalise à 6-6. 2 minutes plus tard, Pierre Lassius marque un essai pour les Barracudas. Le score à la mi-temps, 11-6 pour les Barracudas. En deuxième mi-temps, les Barracudas dominent et marquent un deuxième essai et un drop. En fin de partie, Alexandre Fournier transforme une pénalité pour les Barracudas. Score final, 22-6. C'est une satisfaction pour nous car c'est un objectif qu'on a préparé donc, au début de la saison. Et donc aujourd'hui on a tout mis en place pour essayer de gagner. Et la victoire est là donc ça fait plaisir. Quoi. La 3e place de ce tournoi anti-Guyane a été remportée par la Martinique chez les femmes et le Bruck chez les hommes. En U14, le tournoi est remporté par la sélection Martinique. Avant de refermer cette édition, quelques informations pratiques. Les communes de Sainte-Anne et de Saint-François seront touchées toute la journée par des coupures d'eau qui débuteront dès 7 h du matin. Une distribution perturbée en raison de travaux à l'usine de production de Des-Hauteurs. Le retour à la normale est prévu en fin de soirée. Et puis l'ensemble de la commune du Moule subira également des coupures d'eau demain. Le retour à la normale est prévu dans vos tuyaux en fin d'après-midi. Il y aura des coupures d'électricité demain à Bémao de 9 h à midi ainsi qu'à Capesterre à Bémao et puis à Capesterre de Marie-Galante et Grandbourg, Port-Louis ainsi que Morne-à-l'Eau. Et enfin, le centre d'action communale d'action sociale de Sainte-Anne est fermé jusqu'à vendredi. L'ouverture dans les nouveaux locaux est prévue le lundi 4 avril, rue Albert Courriol. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eti Planté.